Merci d'être sur le plateau de la TFM. Nous accueillons aujourd'hui Kémi Séba. Kémi Séba est une figure de proue du panafricanisme, polémiste panafricaniste. Kémi Séba, vous avez sorti un livre qui s'appelle Supranégritude. On avait souvent parlé de négritude avec Léon Damas, Camus. Pourquoi supranégritude? Tout d'abord, bonjour à vous. Bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous rencontreront. Salam alaikum, mes frères et sœurs musulmans, et salutations fraternelles à tous mes autres frères et sœurs, quelle que soit en réalité leur religion. Pour répondre clairement et simplement à votre question, j'entends par supranégritude, comme son nom l'indique, la nécessité de transcender la négritude du commencement. Réadapter la négritude, c'est-à-dire l'exaltation de la fierté de soi, aux défis de notre temps. Être dans une démarche de ne plus simplement agir de manière réactionnaire. C'est-à-dire qu'au départ, nègre est un terme péjoratif qui nous a été donné par l'oligarchie, par la négrophobie d'État qu'on pouvait trouver en Occident. Et certains de nos aînés, sur les deux que j'aime profondément, Damas et Césaire, Senghor avec lequel, je vous le dis objectivement, j'ai quand même quelques problèmes sur le terrain idéologique sur bon nombre de points, ont décidé de retourner ce terme et de lui donner une connotation, cette fois-ci, améliorative. Et ma démarche est de prendre ce qu'il y a de bon dans ce courant. Parce que l'exaltation de la fierté de soi est un défi encore de notre temps. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce que Barack Obama est à la tête des États-Unis qu'il y a des Noirs qui sont à des bons postes à différents endroits, qu'on peut réussir quand on est Noir aujourd'hui. C'est une réalité. Moi-même, à titre personnel, voilà, je suis un entrepreneur, je suis un conférencier spécialiste du panafricanisme dans les plus grosses universités. Je donne des conférences à différents endroits dans le monde. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des problèmes réels en ce qui concerne notre identité, notre couleur de peau. Et donc, il faut repositionner le débat. Oui, si vous dites aujourd'hui que vous êtes dans la supranégritude, est-ce que cela veut dire que pour vous, que la négritude qui était connue, développée par Senghor, par Camus, par Léon Damas a échoué? Je pense qu'elle était en accord avec son temps. Et moi, je serais toujours le premier à dire que les aînés ont fait le travail qui devait être le leur, en fonction de leurs possibilités. Et je pars du principe que mes enfants feront le travail qui est le leur en fonction de leurs possibilités, en fonction de l'époque dans laquelle ils vivront. On est dans une époque précise aujourd'hui. Quand on parle de supranégritude, on part aussi du principe que la négritude d'antan avait comme ennemi le colonialiste, le raciste, entre guillemets celui qui n'aimait pas le noir, le négrophobe. Aujourd'hui, notre pire ennemi n'est pas celui qui nous dit qu'il ne nous aime pas, mais celui qui nous fait croire qu'il nous aime, celui que je qualifie dans mon livre de philanthrope, qui se présente en ami de l'humanité, qui se présente en ONG, mais qui en réalité a un agenda qui n'est pas en adéquation avec la réalité de notre continent. Notre ennemi aujourd'hui n'est plus le colonialiste, c'est le mondialiste, où j'ai envie de dire que le colonialiste d'hier a changé de visage et a compris que la brutalité physique ou autre ne fonctionnait pas et que donc il fallait aujourd'hui se présenter en ami de notre population. Donc pour vous aujourd'hui, la mondialisation, c'est une autre forme de colonialisme. Il y a mondialisation et mondialisme. Mondialisation est un fait, est un élément factuel, concret, structurel, qu'on ne peut pas combattre. Ou du moins, on peut la quantifier, on peut l'absorber, on peut résorber certaines choses aussi, on peut repousser certaines choses. On n'est pas dans une démarche d'agressivité. Mais le mondialisme, c'est le projet des oligarques qui, cette fois-ci, va dans le sens d'asphyxier les gens, de babyloniser les gens en imposant un schéma de société. En nous poussant à être dans le village global, des citoyens uniques, des citoyens uniformisés, déracinés, qui n'auraient plus leur identité. Et la supranégritude va dans le sens aussi de transcender ce schéma d'antan qui était la négritude pour, cette fois-ci, la présenter comme une arme qui nous protégerait, une sorte de protectionnisme panafricain, qui nous protégerait en étant dans un cadre de suivre clairement déjà 3 axiomes qui, à mon sens, sont les 3 axes qui définissent clairement et simplement et définitivement notre identité et qui verrouillent, j'ai envie de dire, certaines pénétrations colonisatrices, mentalement, culturellement parlant, économiquement parlant, que nous connaissons. Quand je parle d'autodétermination, je parle du principe que, quoi qu'on puisse en dire, je le vois à travers mes voyages à différents endroits, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, les activités africaines sont déterminées par autrui. Elles ne sont pas déterminées par notre agenda propre. Il y a la France-Afrique, il y a la Chine-Afrique, il y a le Qatar-Afrique, il y a l'Amérique-Afrique, il y a le plan Yinon, il y a des tas de planifications, de concepts qui sont mis en place pour que nos agendas soient dirigés ou co-gérés. Parce que diriger, je voudrais dire qu'en gros, les nôtres ne sont que des valets mais n'ont pas de responsabilité. Non, soit co-gérés. Parce que sur bien des terrains, nos chefs d'État à différents endroits sont des co-contractants de cet impérialisme-là.
Et ils ont une responsabilité aussi. Justement, est-ce que ce n'est pas la responsabilité de eux, chefs africains, de ne pas pouvoir apporter un autre discours? Mais dans le monde, les rapports de force aujourd'hui, les relations internationales, c'est les rapports de force. Si les pays développés essayent de continuer à profiter de l'Afrique, quelle est la responsabilité des dirigeants africains? Ils ont raison. Et quand, si vous lisez mon livre, et je sais que vous l'avez lu, vous savez pertinemment que je dis qu'on ne peut pas en vouloir à un serpent d'agir de manière sinueuse. On ne peut pas en vouloir, j'ai envie de dire, à un faucon de se comporter en prédateur. Mais nous avons une responsabilité. Nous sommes assis sur un banc, un or massif qui est le continent africain. Mais nous continuons à faire la manche. Nous continuons à avoir une attitude de mendiants. Nous continuons à avoir une attitude de personnes qui, en réalité, n'ont pas les richesses qui leur incombent. Alors qu'en réalité, on a tout sous nos pieds si on est capable de travailler ce terrain-là. Quand je parle d'autodétermination, quand je l'explique dans le livre, et quand je conscientise et j'essaie de pousser, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des étudiants en droit, que ce soit des ingénieurs agronomes, que ce soit des avocats, etc., que j'essaie de leur faire intégrer le paradigme du panafricanisme dans leur vie du quotidien. L'autodétermination, l'anti-victimisation et la virilité du peuple, pas la virilité au sens machiste d'écarter les femmes, parce que je le dis clairement, on est dans une société matriarcale, et l'homme africain sans la femme africaine n'est rien. Je le dis comme je le pense. Mais quand je parle de cette autodétermination, c'est nous aussi accepter notre part de responsabilité, parce qu'on dit toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. C'est pour ça que je me porte en opposition, quelque part, même si j'ai toujours cette fraternité, face à certaines personnes qui vont toujours avoir comme mot à la bouche le colon, c'est de sa faute, la France-Afrique. Oui, la France-Afrique, c'est vrai. Mais qu'est-ce que l'Afrique fait pour que la France-Afrique puisse tomber? Et ça, c'est de la responsabilité de la société civile. D'essayer de désenclaver notre pensée, sortir de ce cadre simplement local du problème sénégalo-sénégalais pour voir continental, non pas dans un cadre justement mondialiste, parce que certaines personnes parfois ignorantes nous reprochent de vouloir quelque part, en propageant le panafricanisme, imposer un contre-mondialisme qui lui-même est un mondialisme, au motif que le panafricanisme va dans le sens de transcender les diversités ethniques, etc. Mais la différence, elle est de base. C'est que le foyer civilisationnel commun qu'est le continent africain, comme l'expliquait Cheikh Anta Diop, d'accord, qui est un grand frère, est un aîné, on ne peut pas être d'accord sur tout avec lui. Moi, j'ai des réserves sur tout, comme j'ai des réserves sur pas mal de choses avec d'autres personnages aussi, d'accord, de l'histoire. Quand Cheikh Anta Diop parlait de ce foyer civilisationnel commun qu'est le continent africain, car le continent africain, autour du berceau égypto-nubien, de civilisations antérieures, de ces civilisations-là proviennent par la suite différentes contrées du continent africain qui, de par leur diversité, apportent une richesse. Mais ces richesses-là ne doivent pas être séparées dans le cadre de se dire que nous sommes différents, nous ne pouvons pas marcher ensemble. On doit voir ce qui nous rapproche et non pas ce qui nous sépare. Mais si Cheikh Anta Diop a pu porter ce discours, il est passé quelque part. Il a su que Cheikh Anta Diop, c'est par l'éducation qu'il faut apporter la contradiction aujourd'hui. Mais dans nos pays, aujourd'hui, l'éducation n'est plus mise à niveau. C'est un problème, ça. Parce que je pars du principe, là aussi, que l'éducation dont vous parlez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont surdiplômés en Afrique, un peu partout. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de la diplômite, qui est un travers peut-être aussi que Cheikh Anta n'a pas vu non plus. Moi, ma démarche n'est pas d'avoir une éducation à l'occidentale, mais c'est d'avoir une éducation qui est en adéquation avec notre paradigme. Et ça, Cheikh Anta le disait, bien longtemps avant moi. N'importe quelle éducation, qu'elle soit occidentale ou... Parce que pour combattre les gens dans leur langage, il faut aussi apprendre. Mais il y a une différence. C'est ce qu'ils savent. Il y a une différence entre la connaissance de soi comme base prioritaire et le savoir universel ou le savoir de l'autre que l'on prend comme paradigme ou comme baromètre. Moi, j'ai besoin d'avoir la connaissance de ce que fait la Chine. J'étudie la Chine, j'étudie la révolution maoïste, j'étudie la révolution marxiste, j'étudie l'histoire de l'Arabie Saoudite, j'étudie l'histoire du Liban, j'étudie l'histoire de l'Amérique, j'étudie l'histoire de différentes civilisations, j'étudie l'histoire de différents mouvements. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je les prends en éléments qui se rajoutent à un paradigme de base qui est la connaissance de soi par rapport aux humanités classiques. Je suis quelqu'un qui est dans la démarche de prendre le savoir partout où il se trouve par rapport au nôtre, en faisant le tri, en essayant de faire une synthèse entre ce qui est bon et ce qui va dans le cadre de l'égarement à mon sens ou de l'éloignement. Moi, je suis quelqu'un, je vous le dis comme je le pense et je rappelle toujours ce que c'est bon de savoir et de le prendre toujours en considération. Je suis issu d'une école, de différentes écoles. Je suis un panafricain révolutionnaire, conférencier de son État. Je suis membre d'une organisation qui s'appelle la Nation of Islam. Dans la Nation of Islam, je suis étudiant, précisons bien les termes, parce que les termes ont leur importance. Dans la Nation of Islam, il y a le côté de la réforme, de la connaissance de soi, de l'histoire du monde noir. Il y a des choses à prendre dedans. Je les prends jusqu'à en mourir, parce que ce sont des choses qui peuvent permettre d'élever l'homme noir. Il y a des choses après sur le terrain spirituel. Moi, j'ai mon tahwid, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu,
Et comme on dit, Dieu n'engendre pas et n'a pas été engendré. Donc moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai une distance critique aussi par rapport à certaines choses qui peuvent être dites à différents endroits. Je suis quelqu'un qui fait partie de l'école de Charanta Diop. Mais dans l'école de Charanta Diop, il y a un courant qui n'est pas très connu en Afrique, où je le constate quand je vais dans les universités, qui s'appelle l'afrocentricité ou l'afrocentrisme. L'afrocentricité de Molefi Asante, qui part de cette démarche de connaissance de soi, a un bon esprit de départ. Mais après, il y a l'excès, qui est que certaines personnes dans ce courant deviennent des anti-musulmans, parce qu'ils disent que l'islam, c'est la religion des Arabes, soi-disant, qui vont vous dire que le christianisme, c'est la religion des Blancs, alors que les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et que je ne veux pas faire l'amalgame entre la religion et des personnes qui, dans l'histoire de l'humanité, ont fait preuve de négrophobie, parce que c'était des êtres spirituellement parlant indigents. Donc il y a une synthèse à prendre de tout. Il y a des choses à prendre dans le diopisme, il y a des choses à prendre dans l'enseignement de l'honorable ministre Louis Farrakhan, il y a des choses à prendre même dans d'autres cadres, dans d'autres structures. Mais il faut qu'on soit capable, et la suprême écriture, c'est ça, de faire cette synthèse de tous les meilleurs enseignements qui ont été donnés pour nous. Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, a donné des enseignements qui peuvent servir l'humanité entière, mais qui peuvent servir l'homme noir en priorité. Prendre ce qui est en adéquation avec notre paradigme, en faire le ciment, en faire la base, mettre de côté ce sur quoi je pense que l'Afrique ne gagne pas. Il y a des éléments qui sont donnés de part et d'autre. Moi, je veux dire qu'il y a des choses dans Charanta Diop, il y a des choses dans l'enseignement de l'honorable Elijah Mohamed avec lesquelles j'ai beaucoup plus de distance. Je le dis comme je le pense. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut être capable d'habiter, de prendre à corps ces idéologies et de les faire nôtres. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais comment le faire? En étant simplement dans le cadre de s'infiltrer dans la société civile ou de s'infiltrer comme moi je le fais à différents endroits, créer des réseaux dans différentes universités africaines, parce que les universités africaines, qu'on le veuille ou pas, c'est là où les cerveaux de demain seront présents. C'est pour ça que vous me voyez ici, vous me voyez à Dakar, vous me voyez dans d'autres villes. Il y a des fois je fais de la publicité de ça, d'autres fois je ne fais pas la publicité pour ne pas être dans le cadre de la diabolisation aussi que je vis de manière perpétuelle, parce que ma démarche est un changement de paradigme et donc ça crée des peurs et des craintes aussi bien dans l'oligarchie occidentale que dans l'oligarchie africaine. Mais être capable de s'insérer dans les sphères de décision universitaire, dans les sphères de connaissance et instaurer le débat en propageant, comme je le fais à travers mon livre, un discours qui va dans le sens du retour à soi, avec une démarche, si vous me permettez, tridimensionnelle, qui est une démarche de connaissance de la tradition. Parce que ce qui manque à l'Africain, c'est ce manque d'amour et d'adaptation par rapport à la tradition, que ce soit le culte Fang, que ce soit le culte Bruti, que ce soit le Vaudoun, que ce soit différentes manifestations continentales, religieuses, ou traditionnelles, qui vont dans le sens de ce qu'on appelle le pérennialisme, la tradition primordiale dont parlait quelqu'un comme René Guénon, et qui nous ramènent quelque part à la connaissance de soi et à la connaissance du divin. Deuxième étape de cette démarche tridimensionnelle, qui pour moi aussi a son importance, qui est la connaissance de l'homme noir en tant qu'être culturel. On a besoin, en dehors même de la tradition, d'avoir notre référentiel par rapport à un monde mondialisé, où le mondialisme aujourd'hui est en train de donner l'heure, et où le déracinement est devenu quelque part une religion et non plus simplement une force de frappe de l'oligarchie. C'est devenu une religion pour les gens, de se déraciner, de se dire citoyen du monde, de se dire citoyen de quelque part, de citoyen d'autrui, d'autres pays, alors qu'on n'est pas capable d'être déjà des citoyens de notre propre paradigme. Et la dernière démarche est une démarche, comme je le dis, de recherche, une démarche religieuse. Je sépare la tradition, moi, de la religion. Les trois font partie d'un seul arbre, mais les trois branches ne se mélangent pas. Et de la même façon que quand je vois, je le dis comme je pense, je sais que vous avez reçu quelqu'un comme Tariq Ramadan, qui est brillant, que j'aime sur bien des points. C'est un frère en islam. Mais je veux dire que moi, j'apprends plus de personnes qui sont à Touba, de frères mourides, par rapport à la connaissance de même par rapport à l'islam, que j'apprends de Tariq Ramadan, qui a un autre paradigme, qui n'est pas en adéquation avec le nôtre. Et c'est pour ça que ça me gêne quand je sens parfois du paternalisme. Je le dis, chez ce frère, qui est un frère, et je le dis, je répète, que j'aime, j'ai du cœur pour lui. Des fois, j'ai fait preuve de provocation, j'ai bousculé cet aîné en disant qu'il y a des choses qui n'étaient pas correctes dans ce qu'il disait, mais c'est un frère. Mais il faut que nous aussi, on apprenne à nous respecter nous-mêmes et à accepter qu'on se doit nous-mêmes d'être les plus à même de donner des leçons sur la connaissance de nous-mêmes, sur la connaissance de notre environnement. Si j'ai besoin de conseils religieux, je vais à Touba, parce que les khalifes généraux là-bas, parce que les aînés là-bas, ou même dans la Tidjaniya, sont des gens qui sont capables de donner des éléments par rapport au monde africain dans sa globalité. Mais justement, si ces gens ne prennent pas la place qu'ils doivent prendre dans la société, c'est notre responsabilité à nous de les pousser à prendre cette place-là. Comment? En étant dans une démarche de leur rappeler que dans ce monde-là, dans ce monde, ce qu'on appelle le concert des nations, où l'impérialisme fait office de cancer des nations, si on n'est pas capable nous-mêmes de nous affirmer, de nous référer
non pas à une religion qui serait dirigée par d'autres. Moi, je veux dire, je le dis comme je le pense, le centre de pèlerinage, le pèlerinage du monde musulman, le centre de pèlerinage, c'est la Mecque, la ville sainte, il n'y a pas de souci. Mais je le dis comme je le pense, l'arabe d'Arabie Saoudite ne connaît pas ma réalité politique, ne connaît pas ma réalité culturelle, ne connaît pas les souffrances dans lesquelles on est. Et d'ailleurs a tendance parfois à oublier de condamner la négrophobie qui existe dans le monde islamique, auprès de personnes qui sont musulmanes peut-être que de nom, mais qui ne pratiquent pas, parce que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, le sceau des prophètes, je veux bien le sceau des prophètes, avait bien dit qu'il faut qu'il y ait l'égalité, qu'il n'y a pas de supériorité à un homme en fonction de sa couleur de peau, c'est la piété qui donne la supériorité. Donc nous n'avons pas accepté que d'autres, sous prétexte qu'ils sont arabes, ou sous prétexte qu'ils font partie d'autres sphères, puissent venir chez nous dire ce qui est bon ou mauvais, et c'est le rôle de personnes comme moi, d'autres panafricains dissidents, d'autres résistants, qui sont sur cette démarche tridimensionnelle qui est la tradition, qui a séparé la religion, qui est la connaissance de l'homme au terme culturel et le terrain religieux. Et nous devons, juste pour que je précise, pour répondre précisément à votre question, nous devons être dans ce cadre, comme je le fais moi-même à titre personnel, quand je vais à l'université Amadou Mpateba, donner des séminaires ou des conférences, quand je vais à l'AFI, l'université de l'entreprise, quand je vais à l'ENSA, École nationale supérieure d'agronomie, etc., mettre des programmes en place de formation sur le terrain idéologique pour leur rappeler que nous devons être notre propre baromètre. Il y a des valeurs universelles que nous ne devons pas combattre parce que ce sont des valeurs d'humanisme qui nous transcendent et qui nous rapprochent du divin. Mais nous avons notre paradigme aussi au sens africain et nous devons le développer. Et c'est ce que j'explique dans ce livre-là. Oui, mais des hommes comme vous ne semblent pas être beaucoup pour faire ce travail. Moi, je dirais que nous sommes... On a l'impression que les moyens mis en place par les Occidentaux, les moyens financiers aussi, qui sont capitaux dans la conquête, dans une lutte idéologique que vous n'avez pas. Je circonscris parfaitement votre analyse, mais j'apporterai une nuance. Nous sommes très peu en première ligne. D'ailleurs, si je vous demande de me citer un autre panafricain révolutionnaire dans la sphère francophone, c'est vrai que, comme vous l'avez dit même avant l'interview, on est très peu. C'est peut-être pour ça que même les ennemis disent que je suis une figure dans ce courant, c'est parce qu'on est très peu nombreux en première ligne. Mais détrompez-vous, on est très nombreux dans l'ombre. Il y a des gens qui sont beaucoup plus profonds que moi. Moi, je ne suis qu'un porte-voix sur certains sujets, mais qui sont beaucoup plus enracinés dans cette démarche que moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut que vous compreniez que moi, je compte énormément sur la société civile, à un degré que vous ne pouvez pas imaginer. Je compte sur la maturité de l'homme. Je compte sur quand je voyage à différents endroits. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans la première phase de ma tournée pour la promotion du livre, dans la diaspora. J'étais avec des Caraïbéens, j'étais avec des Africains, j'étais avec des Haïtiens, j'étais avec des gens de toutes les ethnies, j'étais avec des gens de toutes les religions. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que moi, je crois aussi à cette notion d'œcuménisme. Je crois qu'il ne faut pas être dans une démarche d'imposer aux autres sa démarche religieuse. Il faut qu'on trouve un point commun, ce qui nous réunit. Et que chacun pratique ce qu'il pense être bon pour lui, chez lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous comptez beaucoup sur la société civile. Mais aujourd'hui, en Afrique, elle est une nébuleuse. Personne ne sait qu'est-ce qu'elle est. Société civile politique, société civile sociale, culturelle, elle est quoi? Attention, elle est, j'ai envie de dire, multifacette, mais elle est présente. Et je ne crois pas à cette notion que certains occidentaux, certaines ONG justement ont tendance à répéter, qui est que la société civile est trop soluble, on n'arrive pas à savoir sur quel pied danser avec cette société civile. Non, c'est elle qui fait les changements. Dans cette société civile, il y a une société civile sur le terrain culturel qui est extrêmement vivace. Vous vivez à Dakar bien longtemps avant que j'y mette les pieds, vous connaissez ce pays et même le continent bien mieux que moi. Quand je suis qu'un enfant, un jeune homme de cette diaspora qui aime tellement le continent qu'il a décidé de venir contribuer à tout faire pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice pour le développer. Mais vous savez que la société civile sur le terrain culturel est extrêmement présente. Vous savez que la société civile sur le terrain politique, là aussi, moi j'ai une petite distance critique aussi par rapport à ça, parce qu'il y a des jeunes qui sont en effet dans des partis politiques qui ont déjà montré leurs limites. Mais je crois, moi, à titre personnel, à des forces nouvelles, des gens comme Malik Noël Sek, sont des personnes, moi, dans lesquelles je fonde beaucoup de confiance. Des gens comme Julius Malema en Afrique du Sud sont des personnes qui, pour moi, sont sur bon nombre de points. Mais qui ont la particularité que dès qu'ils parlent, dès qu'ils donnent leur point de vue, ils sont minorisés, exclus. Ils sont dans la périphérie. Parce que la nouvelle génération n'a pas encore pris conscience de l'importance de soutenir le peu de personnes qui mettent la main dans le conduit dans cet appareil politique qui est, que je dise qu'on le veuille ou pas, qui est gangréné depuis sa base. Moi j'ai un avantage. Et un avantage que je ne veux pas transformer en lâcheté. C'est que le fait que je sois un conférencier spécialiste du panafricanisme, considéré comme un combattant de ce courant, je suis considéré comme politique.
extrêmement parlant. J'ai des grands ennemis dans les hautes sphères occidentales. Je suis interdit d'aller en Suisse d'ailleurs, là dans le pays de Tariq Ramadan justement. Si je foule le territoire là-bas, je suis incarcéré au motif que je suis un personnage considéré comme dangereux parce que mon discours créerait soi-disant des troubles à l'ordre public, parce que je veux demander pourquoi les chefs d'État africains viennent mettre leur argent dans les banques suisses plutôt que de les partager au peuple. Donc ça dérange les autorités. En France, je n'ai jamais posé de bombe, mais je suis surveillé par la section antiterroriste parce qu'ils estiment qu'un noir qui se lève, qui tient un discours qui ne va pas dans le sens de l'oligarchie, ça dérange. Mais j'ai cet avantage de ne pas mettre mes mains dans le cambouis pour me présenter comme candidat. Moi, mon seul objectif, et je le dis, je ne le cache à personne, c'est d'ici 5 ans, voire 10 ans au pire des cas, avoir un pied de manière perpétuelle à l'Union africaine pour donner une autre impulsion que celle que les chefs d'État donnent. Être un spécialiste du panafricanisme accrédité dans cette structure qui a un contenant mais qui n'a pas de contenu. Mais des gens comme Malik Noël Seck, qui sont sur bien des terrains peut-être même plus courageux que moi ou que d'autres. Lui est considéré comme quelqu'un qui a un pied dans le système et donc quelqu'un sur lequel on ne peut pas faire confiance à 100% alors qu'il se sacrifie. Il se sacrifie pour tenter de changer les choses de l'intérieur et on a besoin de ces personnes-là. Et moi, mon rôle, dans toutes les conférences que je fais dans la diaspora sur le continent, c'est de rappeler qu'on a besoin de gens à l'extérieur, comme nous, mais des gens qui sont aussi à l'intérieur de cette machine, comme lui ou comme d'autres, qui essayent de changer les choses à leur niveau. Et ce sont des personnes qu'on se doit de soutenir. Et c'est un travail quotidien qui se fait. Partout où je vais, c'est ce message-là que je passe. Et contrairement à ce que vous pensez, ce message commence à être entendu. Quand je fais des conférences devant 300, 400 étudiants dans différentes universités, qu'à la fin, les frères me disent « Nous, on ne croit pas en la politique, mais on croit en cette vision alternative qui est celle du développement de la société civile, qui serait quelque part capable de déplacer le centre de gravité du pouvoir. » Mais avec quel moyen? Attention, moi, quand je vous dis avec quel moyen, on est tombé dans un monde tellement... Je ne parle pas de mercantilisme. Mais j'entends, je vous réponds, mais en plusieurs fois si vous permettez. On est tombé dans un monde tellement dominé par le lobby financier, je ne dis pas que c'est ce que vous dites vous, mais c'est une question sous-jacente que peuvent se poser beaucoup d'autres personnes. Que certaines personnes pensent que rien ne peut être fait si on n'a pas les pétrodollars, ou si on n'a pas les shekels dollars, ou les dollars américains, ou les euros. Mais les moyens humains, les moyens de conscientisation. Les moyens de conscientisation qui sont l'appel au retour à soi, l'appel à la compréhension de soi. Qui sommes-nous? Qui êtes-vous, Alassane Samba Diop, homme noir africain dans ce XXIe siècle? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Non pas d'où venons-nous pour rester enfermés comme certains qui sont dans un obscurantisme, restent enfermés à la période des pharaons, de l'Égypte, etc. Ça ne sert à rien pour le paysan qui est à Tiafoura de lui expliquer que, tu sais, comme l'enseigne Charanta Diop, à une certaine époque, tu as créé. Non, mais lui expliquer sa place en tant qu'homme africain dans ce XXIe siècle, avec les richesses qui sont les nôtres, avec cette capacité de décrypter le terrain sur lequel on vit, analyser ce terrain. C'est pour ça que je dis toujours que les premiers et les plus grands révolutionnaires potentiels de ce continent, ce sont les ingénieurs agronomes. Parce que ce sont eux qui sont capables de répertorier les richesses qui sont les nôtres. Et en étant capables de répertorier les richesses de notre sol, on est capable de prévoir ce qui va se passer. Parce que quand on parle des guerres, vous voyez les guerres qu'il y a au Mali, vous voyez les guerres qu'il y a à différents endroits, vous voyez les guerres qu'il y a au Congo, entre soi-disant le Congo et le Rwanda, alors que ce sont les guerres entre une élite et une autre. On oublie. Mais justement, vous tenez vos discours au moment où on dit que c'est le temps de l'Afrique. Un peu partout, la crise est mondiale. Les États-Unis sont dans une crise fondamentale. L'Europe a du mal à s'en sortir. L'axe du monde se déplace vers l'Asie. Les gens disent qu'aujourd'hui, que l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique. Et pourtant, les Africains ne sentent pas que c'est le temps de l'Afrique. Vous dites quelque chose d'extrêmement important. Pour les oligarques, eux-mêmes les premiers, parce qu'ils ont tendance à ne jamais cacher ce qu'ils disent de manière un petit peu codée, mais ils annoncent toujours la couleur. Ils disent que c'est le temps de l'Afrique. Ami comme ennemi, tout le monde le dit. Mais l'ennemi, lorsqu'il dit c'est le temps de l'Afrique, il faut sous-entendre que c'est le temps de se servir en Afrique. C'est le temps de se servir chez nous. C'est le temps de commencer à créer le plus de guerres possible, accentuer les tensions qui existent entre différentes ethnies, parce qu'il faut reconnaître. Moi, je ne suis pas dans le sens de certains colonialistes ou paternalistes qui veulent dire que l'Afrique n'est fait que d'ethnies, donc le panafricanisme que voulait Sankara, que voulait Lumumba, que voulait Nyobe, Nkrumah, etc. n'est pas possible, ou Amilcar Cabral. Non, mais en même temps, on ne doit pas nier que l'Afrique est un fait d'ethnie. Mais il faut être capable de cimenter ces ethnies et capable de parler à ces dernières en leur expliquant que si vous mettez au-dessus de l'intérêt commun l'intérêt de votre ethnie, vous allez être plus facilement embarquable, excusez-moi de ce néologisme-là, dans la situation qui est de vous mettre en guerre contre une autre ethnie, et pendant que vous taperez dessus, eh bien, l'oligarque viendra se servir sur notre sol. Donc on a cette nécessité d'avoir une cartographie de notre continent. Et partout où je vais, notamment quand je vais à l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agronomie, c'est ce discours que je tiens. Je leur explique qu'ils doivent être des experts de notre terrain. Parce que celui qui est capable d'avoir une expertise du terrain. Moi, aujourd'hui, je fais partie d'une société qui s'appelle African Mosaic.
qui construit avec d'autres, d'accord, des pépinières de réenracinement. Tant que faire se peut, avec les difficultés, avec les facilités. On est dans ce cadre d'expertise du terrain. Parce que si on ne se réapproprie pas le terrain, on laisse à d'autres la capacité de décider de notre propre destin. Mais justement, est-ce qu'il prend en compte ce discours que vous leur dites? Parce qu'on a constaté aujourd'hui que les terres africaines sont en train d'être envahies par des Occidentaux, par des pays arabes, pour récupérer ces terres. On dit que le développement de l'Afrique passe par l'agriculture. Et par les Chinois. Je vous remercie de cette précision. Et c'est pour ça que mon appel, parfois qui se fait de manière provocante à destination de la diaspora, de certains de la diaspora, parce qu'il y a beaucoup de gens, si on parle dans cette sphère panafricaine francophone, parmi les activistes, je pense être celui qui est sur beaucoup de points et quand même fait partie des plus entendus. Mais je lance un appel parfois provoquant en disant pendant combien de temps vous allez rester, être le paillasson de l'humanité en Occident, pendant que d'autres populations ont compris que l'avenir se trouve sur votre continent. C'est cette démarche-là que j'ai vis-à-vis de ces derniers. En leur expliquant que la diaspora, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les Antilles, que ce soit en Europe, a un rôle prépondérant. Être dans ce cadre d'investissement, c'est mon rôle. Appeler les nôtres à investir pour se réapproprier nos terres. Parce que si on ne rachète pas nos terres, d'autres le feront. Et moi, je suis dans un stade où je ne suis même pas dans un cadre d'opposition. Et je vous assure que les Chinois, sauf quand il y a des excès, ou les Français, les Occidentaux, etc., ou les Arabes, je ne suis même pas dans un cadre de me dire « je suis contre vous, je suis contre ». Non, parce qu'ils font ce que nous devrions faire. Ils font ce que l'Africain devrait faire. Et il y a aussi une responsabilité qui est bicéphale, celui du continent et celui de la diaspora. La diaspora a une responsabilité d'investir, mais d'investir dans des projets concrets. Il y a des sommes astronomiques qui sont données, qui sont dépensées dans le cadre des Western Union pour être simplement dans le cadre de la consommation. Et ceux qui ont des vrais projets, parfois, ne sont pas ceux qui sont plus écoutés. On va donner parce que celui qui a de l'argent en Occident va donner à sa famille. Mais le jour où on crée des circuits, comme c'est en train de se mettre en place, African Mosaic fait partie de ces étapes-là, mais il y en a d'autres, d'accord? Des circuits où on met en avant les projets des plus pertinents. Et les projets des plus pertinents qui vont dans le sens de l'État fédéral africain, qui vont dans le sens du panafricanisme révolutionnaire, qui vont dans le sens du développement de notre économie, que ce soit sur le terrain local ou sur le terrain continental, si ces projets sont mis en avant et qu'on les met en rencontre avec les puissants de la diaspora, et ainsi aussi avec les puissants du continent, on a plus de chances d'aller vers le cadre d'un développement réel, d'un développement sain et sincère. Vous tenez un discours dans un continent où les valeurs ancestrales ont commencé à partir. C'est vrai. Aujourd'hui, la seule valeur qui compte dans nos pays, c'est la valeur argent. C'est vrai. Il n'y a plus les valeurs qu'on avait avant traditionnelles qui structuraient et qui faisaient marcher les sociétés africaines. C'est vrai. Et c'est pour ça que je fais partie de ces anti-impérialistes qui disent que sur bien des points, on a beau dire ce qu'on veut, mais on doit être capable aussi de parler le langage de l'ennemi. La société African Mosaic, par exemple, est une société anonyme de droit sénégalais qui fonctionne par le biais de capitaux, qui fonctionne par le biais d'actions. On est dans un système d'actionnariat. Plus vous avez d'actions, plus vous avez la possibilité d'accroître votre influence au sein de la société et d'acquérir des biens fonciers. Et c'est un schéma, ce qu'on fait ici au Sénégal, c'est ce qu'on fera, s'il plaît au Tout-Puissant, d'accord, dans tous les pays du continent et même ailleurs, in extenso par la suite, parce que c'est la notion d'éco-village, mais au sens révolutionnaire du terme. Mais on part du principe que l'argent est le nerf de la guerre, mais il ne doit pas devenir la guerre des nerfs. L'argent n'est pas une fin pour nous, c'est un moyen. Parce qu'en effet, à moyens égaux, si l'oligarque vient, et si il y a par exemple plus de 600 000 € qui ont été investis en quelques temps, par la société African Mosaic pour contribuer au développement ici. C'est un début, ce n'est pas une fin. Mais à 600 000 €, si nous venons avec 600 000 € et que les ONG viennent avec 600 000 €, mais en étant dans un discours d'aliénation de notre population, et que nous venons avec 600 000 €, mais nous venons avec 600 000 € en poussant la population à se préoccuper d'elle-même, à s'occuper de sa propre terre, à valoriser le paysan qui essaie de travailler sa terre. À moyens égaux, l'anti-impérialiste passe. Et ça, je vous parle de vécu. Mais c'est pour ça que nous devons tous prendre nos responsabilités. L'argent, nous ne devons pas être dans une démarche de nous dire nous ne devons pas nous faire de l'argent, nous ne devons pas faire de l'argent, nous devons repousser tout ce qui est capitaliste. Oui, le capitalisme par essence est mauvais. Mais il y a des éléments dans le capitalisme qu'il faut étudier. Le marxisme par essence, sur bon nombre de points, est bon pour nous. Mais le marxisme dans son intégralité n'est pas adapté à la réalité africaine. Donc il y a des éléments à prendre et d'autres à laisser. Nous devons être dans ce cadre de juste milieu. Et nous, notre démarche, c'est de parler le langage de l'ennemi sur le terrain, de venir avec des moyens. Nous aussi. L'ONG le fait, les ONG occidentales le font, les ONG qataris le font, des ONG saoudiennes le font, des ONG de différents endroits le font. Pourquoi les panafricains ne le feraient pas? On a toujours été dans la contestation, on est toujours en mode c'est couturé, c'est couturé, c'est couturé. Oui, d'accord,
C'est mon grand frère, c'est mon aîné, je l'aime. Même s'il y avait des excès sur certains points aussi. Et de toute façon, il n'y a aucun ange sur cette planète. Donc il n'y a personne qui est parfaite. D'accord? Mais je pars de ce principe qui est qu'on doit s'investir réellement dans le développement financier, être capable de répertorier ceux qui ont les moyens. C'est ce que je fais. Moi, quand je parle avec des gens qui sont de l'équipe nationale du Sénégal de football, des jeunes sportifs, et je passe d'ailleurs une salutation à mes deux frères et protégés, les frères Fati, Ricardo et Jacques Fati, à mon frère Dembaba, etc. Et à d'autres, Moussasso, on ne va pas tous les citer. Mais ces frères-là, quand on les appelle à se préoccuper de la réalité africaine, et de ne pas simplement se contenter de taper dans un ballon, qui est une bonne chose mais qui n'est pas suffisant, et qu'on leur dit investissez dans votre pays, investissez pour des projets concrets. On va dans ce sens-là. Quand je parle à des musiciens, des artistes, des gens comme Didier Awadi, qui est panafricain, mais panafricain dans l'axe qui est le sien, et que je lui dis mon frère, il faut qu'on investisse dans des projets communs, que ce ne soit pas chacun pour sa peau. On va dans le sens du développement. Quand je parle avec certains millionnaires dans la diaspora que je ne citerai pas parce que je ne veux pas être dans un cadre de les mettre en porte-à-faux parce que je suis considéré quand même comme un militant politique très radioactif et très diabolisé par l'Occident. Mais quand je leur parle, je leur dis investissez chez vous. Je ne le fais pas pour moi. J'aurais pu faire beaucoup d'autres choses, mais je le fais. Mais le problème, c'est pas ça. Ils veulent investir des fois. Ils veulent combattre, participer. Mais il y a un système qui est en place qui les empêche peut-être d'aller au-delà de ce Qu'est-ce que vous appelez le faire. système? Ceux qui gèrent les pays africains. Moi, vous savez, j'ai appris avec le temps, en rentrant en Afrique, que les chefs d'État africains, comme je vous le disais tout à l'heure, sont des co-contractants. Ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des businessmen. Si vous voulez prendre leur pouvoir, ils vous feront la guerre et vous détruiront. Moi, je n'ai pas le temps de chercher à vouloir avoir la place d'un chef d'État africain. Ça ne me dit même pas. Je vous le dis, je vous le répète. La seule chose qui m'intéresse, c'est le développement de ce continent. Ils ne gèrent pas que le pouvoir politique des chefs africains. Ils gèrent le pouvoir aussi économique et financier. Le pouvoir économique et financier, je vous le dis comme je le pense, ils ont leur part de marché. Ils ont des accords qui sont signés en fonction de l'extraction de nos richesses avec leurs co-contractants occidentaux qui sont présents là aussi. Mais il faut arrêter ce mythe, ce fantasme qui est que les chefs d'État ont tout, donc on ne peut rien faire. C'est faux. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois aussi qu'il faut faire preuve de subtilité, de stratégie. Et ceux qui lisent mon livre savent que je fais preuve excessivement de stratégie. Je ne suis pas dans un cadre, je ne viens pas ici pour dire Macky Sall, on veut ta mort. Ça n'a aucun sens, c'est stupide. Que Macky Sall fasse ce qu'il a à faire. Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de points. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le panafricanisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Que Mugabe, c'est quelqu'un que j'aime par rapport à ses contestations vis-à-vis de l'Occident. Mais Mugabe, il y a plein de choses qui sont négatives aussi à l'échelle locale. Et il y a plein de gens, je vois des révolutionnaires, des gens même dans le collectif Y'en a marre ou autres, qui sont mes frères, mes amis. Je passe la paix à mon frère Thiat, à Fadel Barro, à Simon et aux autres, qui vont dire oui, mais il y a des problèmes de démocratie sur tel point. Pas de problème. D'accord? Mais je pars de ce principe-là que si on veut rentrer en confrontation avec eux, on perd notre énergie. Il faut que l'Africain apprenne à arrêter de s'opposer systématiquement, mais qu'il puisse proposer. Mais le problème... Et orienter, écoutez bien ce que je dis, orienter par la force, s'il le faut, les décisions politiques des élites vers des directions qui iront dans le sens de notre dépassement, notre transcendance, notre indépendance réelle. Et on l'a vu quand vous voyez l'entre-deux tours qui a eu lieu, qui a permis que Abdoulaye Wade soit démis de ses fonctions. Vous aimez ou vous n'aimez pas, moi, Abdoulaye Wade, j'ai travaillé avec le ministre du panafricanisme ici, j'étais le porte-parole de l'Alliance panafricaniste, d'accord? Uniquement par rapport au panafricanisme, j'étais présent. Mais je ne pardonnerai jamais, à titre personnel, à Abdoulaye Wade d'avoir trahi Kadhafi. Parce que même si Kadhafi était dans des erreurs sur certains points, c'est quelqu'un qui a fait plus que beaucoup sur le terrain du continent africain. Plus que beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand vous voyez la manière dont le peuple s'est mobilisé, ici au Sénégal, j'ai été spectateur, j'ai été dans certaines manifestations moi-même aussi. Après m'être séparé justement, et même pendant que j'étais en réalité, déjà c'était compliqué avec eux, avec le ministre Amadou Lamine Faye. Mais vous remarquerez une chose très précise, le peuple par lui-même a poussé les autorités à créer un changement. Est-ce que maintenant le changement qu'on voit aujourd'hui est un changement, est une rupture épistémologique, une rupture totale? Non. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de faire maths pour savoir que le président Macky Sall a été formé par Abdoulaye Wade, donc il ne va pas faire une politique qui sera diamétralement opposée. Mais cela nous donne des indices sur la possibilité, sur la force de motricité de la population africaine. Oui, les idées sont là, la force est là. Mais le problème aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on a réfléchi sur beaucoup de choses. C'est la mise en œuvre, c'est l'action qui pose problème. Comme vous me l'avez dit avant l'interview, l'action est ma religion. Je crois, et je suis toujours dans cette démarche nietzschéenne du terme, quelque part, moi je crois à l'énergie créatrice.
Je crois en cette nécessité pour la jeunesse africaine, parce que c'est mon segment d'action à titre personnel, c'est mon segment de conscientisation. Je crois en cette capacité de la jeunesse africaine à se moudre en force qui décide, en comprenant qu'elle n'a pas besoin d'aller chercher le paradis à l'extérieur quand le paradis se trouve sous ses pieds, en étant dans ce cadre simplement de créer, parce que le monde fonctionne par réseau, créer des réseaux pour ces jeunes-là. Que ces derniers comprennent qu'en étant alliés à des forces, à des puissances, à des financiers africains ou afro-descendants à différents endroits, ils sont capables de mettre en œuvre, comme je l'ai fait avec un certain nombre de gens déjà. Juste un exemple. Vous êtes ici au Sénégal. Chaque année, pratiquement, on parle de famine. Pratiquement au Sénégal, le PAM intervient, Programme alimentaire mondial. Le Sénégal est doté de plus de 240 hectares de terre. Une force de jeunesse qui est là. Mais concrètement, qui ne travaille pas la terre pour nourrir son pays. Parce que clairement et simplement, et là il faut redire les choses telles qu'elles sont, et là encore une fois, problème bicéphale, aussi bien des élites qui n'ont pas une volonté de changement sur ce terrain, que la jeunesse qui n'a peut-être pas envie ou qui ne voit peut-être pas son intérêt. Mais qui n'est pas entreprenante peut-être. Entendons-nous bien, qui n'est pas entreprenante parce qu'on ne lui a peut-être pas présenté, et ça c'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de ceux qui font bouger cette société civile, de faire comprendre que la jeunesse a un intérêt à s'investir dans ces démarches-là. Et c'est pour ça, c'est malheureux ce que je veux dire, mais que dans chacun de mes discours, à la fin de chacun de mes discours, moi, il y a toujours une proposition d'emploi. Il y a toujours une proposition de... Le panafricanisme, c'est bien, mais c'est bien avec des moyens. Et j'explique à ces derniers qu'il faut qu'on soit ensemble dans ce cadre de favoriser des facilités d'entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes étudiants viennent me voir avec des projets en disant « Monsieur Seba, j'aimerais créer une entreprise sur tel sujet, sur un cybercafé ou différents domaines qui permettent de créer des fonds et de créer des moyens parce qu'aujourd'hui, on a une demande d'Internet de plus en plus de personnes dans notre nouvelle génération. Et ça, c'est une bonne chose. Ça me permet de communiquer aussi avec l'extérieur. Comprenez? Moi, mon rôle est de mettre en place, dans mon calepin, dans mon agenda, des personnes qui peuvent financer, qui ont de l'argent, qui tombent des poches. Et que ces dernières puissent financer des projets concrets qui vont dans le sens de l'indépendance réelle d'esprit des nôtres. Moi, c'est ma réflexion. Et vous avez parlé de la famine. Ça, c'est un problème à une échelle nationale. Comment pouvez-vous expliquer qu'aux Almadies, ou même ici, on est dans un hôtel, c'est peut-être le plus bel hôtel que j'ai jamais vu de ma vie. Pourtant, je suis issu d'une famille qui a de l'argent, d'accord, mais que ce pays puisse à la fois avoir des endroits d'une luxuosité qui dépasse l'entendement, et de l'autre côté, avoir des gens qui n'ont pas de quoi manger. C'est de la responsabilité quotidienne du citoyen sénégalais, du citoyen africain. Être capable de se priver, et là-dessus, Sankara, Thomas Sankara, quoi que certains puissent dire sur lui, ce grand frère que j'aime tellement, avait compris qu'il faut d'abord être capable de se priver soi-même si on veut être capable d'aller vers le plus d'égalité possible au sens sociétal. Et nous, on est dans cette démarche-là. Je pourrais vivre dans une luxuosité qui dépasse l'entendement ici. Mais je garde une juste limite, un juste milieu. Parce que de ce juste milieu, de la manière dont on est capable de donner, c'est d'autres qui sont capables d'avoir un peu plus. Et nous devons apprendre ça, ce sens du partage. Tout le monde veut s'en sortir. Mais des gens comme Sankara ont été éliminés par leurs propres frères. Leur propre, moi je le dis précisément, et j'irai plus loin, Thomas Sankara n'a pas été éliminé uniquement par Compaoré, c'est faux. Thomas Sankara a été éliminé par un peuple qui n'était pas prêt à faire des sacrifices aussi, et qui à la fin de sa vie, tout le monde se dit sankariste, 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 et tous les Africains se disent sankaristes, mais à l'époque de Sankara, quand Sankara est mort, exactement comme Patrice Emery Lumumba, je le dis et je le répète, il était isolé, et tout le monde trouvait qu'il était trop dur dans sa manière de faire, mais peut-être que le travail de conscientisation ne s'est pas fait de manière aussi redoutable. Peut-être que les mesures sont tombées comme elles devaient tomber, d'accord, mais qu'elles n'étaient pas en harmonie avec le logo ou le paradigme des gens. Il faut aller au rythme des gens. Il ne faut pas aller non plus trop vite, sinon on va couper la ligne qui lie le conducteur à ceux qui sont conduits. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous parlez de Sankara, mais je vais même aller plus loin. Sur un autre ordre d'idée, je ne compare pas Sankara et Gbagbo. Je sais ici, Gbagbo est très mal vu sur bon nombre de points. Laurent Gbagbo est à la haie aujourd'hui, d'accord? Cet individu que certains détestent et considèrent comme un anti-musulman ici. Moi, mon travail est un travail de conscientisation que j'essaye de faire à différents endroits. Oui, Gbagbo n'est pas un ange. Mais Laurent Gbagbo, de la même façon, avait besoin de faire certaines réformes à différents endroits. Il n'a pas été compris par le peuple parce que peut-être qu'il y a eu sur certains points une mauvaise communication aussi et que les oligarques s'en sont servis pour instrumentaliser les souffrances d'autres personnes dans le Nord. Mais je dis et je répète que le travail central, je profite de cette petite minute-là pour parler du fait que Gbagbo est à la haie, qui ne doit pas y être. Si on était des chefs des Africains responsables et véritablement dissidents et véritablement révolutionnaires. Et je pars du principe, je le répète et je le dis du fond du cœur, que notre responsabilité doit être d'éduquer la population pour que la population, lorsqu'on sera dans une démarche de faire des mesures qui changeront notre quotidien, ne soit pas dans cette optique de se rebeller. Parce que les Lumumba, les Sankara, comme vous le dites très justement, et des tas d'autres ont été trahis par les leurs.
Et c'est ça le problème, c'est ce que j'explique dans Supranégritude, dans cet ouvrage, qu'on arrête de toujours dire qu'ils ont été tués par l'impérialisme. Le premier des impérialistes, c'est celui qui n'est pas capable d'aimer son frère. Il nous manque cette notion d'amour entre nous. Il nous manque cette notion de... Et ça, c'est pas... Je suis pas en train de vous tenir un discours sucré à la Luther King ou autre. Je le dis comme je le pense. On ne pourra jamais de respecter des autres si on n'est pas capable de se respecter nous-mêmes. Justement, les chefs africains aussi, quand ils avaient le pouvoir, ils tiennent le pouvoir de telle façon qu'ils ne comprennent pas le langage du peuple. Des fois, c'est eux qui créent les conditions pour lesquelles ils ne seront plus là. Exactement. Et moi, vous parlez des chefs d'État, il y a les France-Africains, mais même certains révolutionnaires se sont mis dans une démarche où ils n'ont pas suffisamment préparé le terrain pour tenir longtemps. C'est une réalité. Et sur ce terrain-là, moi, je vous le dis comme je pense, je reviens toujours à cette notion, cette nécessité de former avec une urgence extrême cette jeunesse, en multipliant, comme je le fais partout, des conférences, comme d'autres le font aussi, en étant sur le terrain avec les paysans, comme je le fais aussi, en étant sur le terrain avec les agriculteurs, comme je le fais aussi, en étant sur le terrain avec la jeunesse qui veut entreprendre, comme nous essayons de le faire. Ne vous trompez pas, cette force de changement est beaucoup plus importante que ce que vous n'imaginerez jamais. Mais elle ne demande qu'une seule chose, de la patience. Elle demande aussi de l'écoute. Parce qu'elle a la sensation, moi quand je parle avec certains paysans, quand je parle avec certains jeunes étudiants, etc., ils ont la sensation de ne pas être écoutés. Et moi, ma responsabilité, la responsabilité d'autres personnes sur ce terrain panafricain dissident, c'est de faire en sorte de créer des écoutes et des audiences de part et d'autre. Faire en sorte qu'on puisse retrouver notre voix au chapitre et chanter dans ce concert des nations. Et enrayer ce que j'appelle l'impérialisme qui est, il n'y a rien d'autre en réalité que le cancer des nations. C'est notre réflexion. Et ça, c'est du concret. Quand on crée des emplois comme on le fait, et qu'on explique que le panafricanisme ne peut pas se faire simplement dans les paroles sucrées, il nous faut nous unir. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut s'unir sur le continent africain. Et contrairement, là encore une fois, à ce que certains sots qui ne cessent de râler disent en Occident, en expliquant que l'Africain n'est pas prêt de s'unir, moi j'en rigole souvent. Il y a certains paternalistes, des nostalgiques de la colonisation qui disent non, c'est faux. Vous allez jusque dans les coins les plus perdus, le panafricanisme touche tout le monde. Mais ce qui les intéresse, c'est de savoir quel est leur intérêt au quotidien. Et ils ont raison. Vous parlez aujourd'hui de lutter contre l'impérialisme. Vous et moi, nous parlons en français. C'est clair. Dans aucune langue africaine. Moi, je suis quelqu'un qui fait partie de ceux qui, notamment, propagent la nécessité d'apprendre une langue africaine unitaire sans enrayer les autres, notamment le swahili. D'accord? Je fais partie de personnes qui apprennent justement cette langue. Je suis un panafricain fondamentaliste sur ce terrain-là. Mais je vais vous dire une chose. Le français, et c'est pour ça que je ne suis pas aussi dans une caricature comme certains en Occident, un petit peu comme des fois il y a ce qu'on appelle les indigènes de la République ou d'autres, etc., qui vont vous dire que tout ce que le français a fait était mal. Non, j'ai une lucidité. C'est-à-dire que dans leurs crimes, il y avait certaines choses qui étaient parfois utiles pour nous. Et moi, je vois, dans ceux qui voient la nuit pure, moi je vois toujours une once de lumière. Le français est une arme de colonialisme, la francophonie. Mais c'est ce qui fait que moi, béninois, réussis à parler avec vous, Sénégalais, aujourd'hui. Et donc, je veux me servir de ça. C'est une contre-force, c'est un contrepoids. On est aujourd'hui englué. Vous avez parlé de la mondialisation tout à l'heure. Ça, c'est de la mondialisation. On est englué dans un schéma de pensée. Mais il ne faut pas s'en faire les chantres. Il faut s'en servir pour communiquer et aller vers des directions précises. Le 20 août, je suis en congrès dans l'un des plus grands congrès du continent africain que vous connaissez, qui s'appelle le Festival Badagry, d'accord, au Nigeria. Un congrès panafricain exceptionnel qui voit des gens de la diaspora du continent se réunir, des chefs d'État et autres venir là-bas. Je serai sur le terrain francophone l'un des seuls représentants à parler à cet endroit. Mais soyons clairs, ils vont parler anglais, d'autres vont parler français. Moi, je vais parler français. Mais des langues comme le swahili font partie de ces langues qu'on met en avant et on exhorte tout le monde et la nouvelle génération à étudier cette langue pour que d'ici peut-être 5 générations, on puisse avoir une langue officielle, ce qui n'empêche pas d'étudier et de chanter les louanges de ces langues qui nous différencient. Le Wolof est une langue magnifique. Le fon que je parle, moi, est une langue magnifique. Le Minan que parle ma mère est une langue magnifique. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il faut qu'on soit capable d'avoir un agenda précis, mais ne pas être non plus dans ce côté « Ah oui, le français c'est la langue du colon, il ne faut pas qu'on parle. » Il faut qu'on fasse preuve de prudence, de sapience et de stratégie. Les États-Unis aujourd'hui parlent l'anglais, mais les latinos parlent une langue qui est la leur. Il y a des haïtiens, il y a des gens de différentes ethnies qui parlent différentes langues, d'accord? Mais ils sont capables de s'uniformiser pour un intérêt commun. Nous ne voulons pas ressembler aux États-Unis, mais nous voulons que l'État fédéral africain dont parlait Sankara, d'en parler Lumumba, d'en parler Amilcar Cabral et des tas d'autres,
Ce doit être un panafricanisme qui va dans le sens de renforcer les forces locales, de renforcer les patrimoines locaux. D'accord? Mais qui va dans le sens de les uniformiser pour aller vers la même direction. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de parler en bloc. Et moi, donc, je fais partie de ces gens qui voient dans le français une langue aliénante, c'est certain, une langue qui ne peut pas tout exprimer, mais en même temps une langue qui nous permet de communiquer. Et je ne veux pas être dans cette caricature de dire « oui, je ne veux pas parler le français ». Non, aujourd'hui, on est dans cette sphère-là, dans ce monde-là. Eh bien, profitons de cette langue-là et en même temps, mettons en avant nos autres forces. Moi, je ne suis pas anti-français. Il y a des gens qui sont français, qui sont mes frères de lutte et que j'aime profondément. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous sommes pratiquement en 2013, bientôt 2014. Quel est votre espoir pour que les choses avancent en Afrique? Moi, clairement, mon espoir réside sur le simple et unique fait que la nouvelle génération africaine, qu'elle soit riche ou pauvre, que ce soit les étudiants, les agriculteurs, mais je mets en avant les étudiants parce que je pense que c'est eux les futurs décideurs. Que cette nouvelle génération comprenne que le pouvoir n'appartient pas au chef d'État, c'est pas vrai. Moi, je le dis, je le vis. Je sais que dans différentes sphères d'activité, le message que je vais passer sera plus écouté que le message de certains chefs d'État africains, dans certaines sphères d'activité. Parce que certains chefs d'État africains sont considérés comme des valets de l'impérialisme. Vous comprenez ce que je veux dire? La société civile et le combat quotidien de la société civile est un combat vital. Et lorsque la nouvelle génération comprendra que le gouvernement du peuple se situe dans la rue, se situe réellement dans nos initiatives, se situe réellement dans notre démarche de vouloir chérir cette Afrique, chérir le Sénégal pour vous ici, chérir le Bénin pour d'autres, chérir la Côte d'Ivoire, mais chérir le continent dans le cadre des États-Unis d'Afrique ou de l'Union, de l'État fédéral africain, on aura changé notre façon de voir, notre façon d'agir. Et ça, ce n'est pas de l'abstraction, c'est quelque chose de concret. Mais il faut pour ce faire densifier la notion de réseau, être capable de mettre en connexion des gens qui à la base ne sont pas censés avoir quelque chose en commun. Moi, je suis fier quand je mets en contact des gens qui sont millionnaires, des footballeurs africains ou des musiciens, et que je les mets en contact avec des paysans. Ce sont deux mondes qui s'affrontent, qui en réalité sont issus du même paradigme. Et ces deux mondes sont complémentaires. Parce que le millionnaire ne peut rien faire s'il n'y a pas l'agriculteur qui est capable de comprendre qu'il faut qu'il travaille sa terre. Il faut qu'on soit capable de produire par nous-mêmes. Là, cette tenue que je mets, c'est une tenue qui est confectionnée par les nôtres à 750%. Ce qui ne m'empêche pas, quand je vais en Occident, de mettre un costume parce que, de temps en temps, parce que je ne veux pas être dans la caricature de « ah, c'est tout, c'est nous, tout pour nous et rien pour les autres », c'est pas ça. Mais il faut qu'on soit capable, quand on produit notre riz, par exemple, d'éviter de prendre le riz des Asiatiques, parce qu'on dit que le tchèpoudjen, c'est le plat national sénégalais, alors qu'en réalité, on mange quelque chose qui est produit par d'autres, alors qu'on a tout ce qu'il nous faut ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a le riz de Casamance qu'on peut produire, il y a le riz de différents endroits qu'on peut produire, mais c'est un travail de formation. Le panafricanisme ne doit pas être qu'un mot qu'on dit on veut s'unir, on aime Sankara, on aime Lumumba, on aime Nkrumah. Le panafricanisme doit être un travail au corps, au quotidien. Et moi, ma démarche, c'est d'être sur le dos du boulanger, pour lui faire comprendre qu'il doit avoir une vision panafricaine dans ce qu'il fait. D'être sur le dos du fromager, pour lui faire comprendre qu'il doit être capable de comprendre que ce qu'il fait aujourd'hui, il doit le faire dans l'axe du panafricanisme. Parce que les choses vont vite. Et d'une façon ou d'une autre, on ira vers cet État fédéral africain, qui n'est pas, contrairement à ce que certains ignorants pensent, n'est pas la réplique de l'Union européenne. Aujourd'hui, ça l'est. Et je peux comprendre les critiques. Mais ce n'est pas le projet des aînés. Et nous devons être dans cette force antimondialiste, résistante, qui favorise notre paradigme, qui prend le meilleur de toutes les idéologies, Quand je vois le responsable du RND, le parti de Cheikh Anta Diop, et que je parle à cet aîné, c'est mon père. Il y a des choses que je prends, d'autres que je mets de côté. Quand je vois les gens, il y en a marre. Ce sont mes frères. Il y a des choses que je prends, d'autres que je mets de côté. Et dans moi-même, ce que je dis, parce que ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Le problème, c'est que ces gens dont tu parlais, le RND, quand Cheikh Anta Diop est décédé, le parti est parti en lambeaux. Chacun voulait prendre le morceau du parti. C'est vrai. Dans Y'en a marre, il y a aussi des contradictions fondamentales sur l'essentiel. Les gens ne se comprennent pas, ne se parlent pas. Comment ils peuvent inventer un projet? Il faut qu'il y ait des gens qui soient dans le juste milieu. Des gens comme, on parle de moi, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont même plus compétents que moi, même s'ils ne sont pas aussi forcément médiatisés que moi, d'accord? Qui ont compris cet état d'esprit de prendre ce qu'il y a de bon partout. Qui ont compris qu'il faut... Moi, vous savez, je suis fier quand je vois des gens comme Y'en a marre, quand je vois des gens comme Malik Noël Seck, quand je vois des gens comme Malema, quand je vois des gens comme Minata Traoré, quand je vois des gens, des révolutionnaires, des résistants panafricains comme la famille Dja au Bénin, à différents endroits. Vous comprenez ce que je veux dire?
Je suis fier quand je vois des panafricains à différents endroits qui se lèvent et qui se disent « Je veux faire la synthèse, je veux prendre ce qu'il y a de bon chez vous. Ce qu'il y a de mauvais, je ne veux même pas le chanter sur tous les toits parce que l'ennemi aime trop voir nos différences. » Donc moi, ça ne m'intéresse pas même devant la caméra de dire ce qui me sépare de Y'en a marre, ce qui me sépare de Malik Noël Seck, ce qui me sépare... Non, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'ils apportent au débat public, ce qu'ils apportent pour la population et de faire une synthèse de cela. Et c'est ça la supranégritude. Transcender une négritude dogmatique pour prendre ce qu'il y a de bon partout. Mais dans un continent où il n'y a pas de débat, pratiquement. Comment? Dans un continent où il n'y a pas de débat, c'est l'essentiel. Quand vous dites qu'il n'y a pas de débat développé, les gens ne se parlent pas dans nos pays. Vous savez, ce que vous dites est extraordinaire. Hier, j'étais avec le collectif Y'en a marre. Avant-hier, j'étais avec Malik Noël Seck. C'est vrai qu'ils ne se parlent pas beaucoup. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que leur rôle est de se parler tous les week-ends? Peut-être pas. Peut-être que mon rôle est d'être un trait d'union entre ces forces-là. Mais ce n'est pas de poser un débat sur des questions essentielles à en parler. Le débat doit se faire en privé. Et nous devons venir de manière unitaire, comme ça s'est fait à l'époque du M23. Pas le M23 qu'on voit du côté du Kivu, etc., je précise bien, mais du M23, force de contestation, ici au Sénégal. Il faut que les divergences soient mises en off, soient coupées, qu'on apprenne à fonctionner comme d'autres populations, qui en public ne montrent pas leurs différences, leurs divergences violentes, agissent tel un bloc, mais ont des consciences réelles en privé. Il faut que, aussi, on préserve nos différences. Moi, je n'ai pas envie que Kémy Séba soit Fadel Barro d'Y'en a marre, ou soit Julius Malema d'Afrique du Sud, c'est pas mon but. Et vice-versa. Mais je pense qu'on a besoin d'un petit peu de chacun. Et ça, c'est faire preuve d'humilité. Et c'est ce qui manque peut-être sur le continent africain. Parmi ceux qui sont en première ligne. C'est que nous pensons tous être les porteurs de la solution. Or, la supranégritude, c'est quelque part un livre déjà d'auto-humiliation, où moi, je parle de mes propres erreurs, sur des tas de sujets. Sur le terrain spirituel, sur le terrain social, sur le terrain économique. Je parle de mes fragilités. Je parle de mes forces, mais je parle de mes fragilités. Et à travers cet état d'esprit, qui est le prélude à la partie sur l'idéologie, je pousse les miens à être dans cet état d'esprit de faire eux aussi le tableau de leurs forces et le tableau de leurs faiblesses. Et qu'on soit capable de se dire que je ne suis pas meilleur que lui, parce que j'ai fait ça. Je pourrais venir en Afrique me dire j'ai un parcours sur le terrain panafricain qui fait que, objectivement, ma force de contestation face aux élites oligarques font que je n'ai pas envie de prendre au sérieux qui que ce soit. J'ai pas le temps avec ça. C'est pas ce que je cherche. J'apprends de tout le monde. Parce que le paysan ou la femme qui vend des cacahuètes le matin à Dakar, c'est quelqu'un qui est une révolutionnaire en puissance, qui n'est peut-être pas médiatisé sur certains points comme je peux l'être, qui n'est pas combattu par le gouvernement occidental comme je peux l'être, mais qui est dans un état d'esprit de survivre à chaque seconde. Et moi, j'apprends d'elle, plus peut-être même qu'elle apprend de moi. C'est cet état d'esprit dans lequel on doit être. Kémy Séba, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM, à question directe. Je rappelle que Kémy Séba est des figures de proue de panafricanisme. On polémise panafricaniste pour parler de lui et de son livre qui vient de sortir, sur la négritude. Ce livre-là, peut-être recommandé aux jeunes africains pour le lire. Si je voulais juste dire un dernier mot, si vous permettez. Ah, vas-y. J'appelle et je souhaite que tous les nôtres, africains du continent de la diaspora, comprennent qu'on est dans un monde qui va vite et qu'il nous faut analyser le monde dans lequel nous vivons. Parce que si on n'analyse pas l'extérieur, on va être conquis dès l'intérieur. Les choses vont très vite. Il ne faut pas qu'on voit l'infiltration de certaines forces sur le continent comme le fruit du hasard. Ça correspond à un plan précis. Le mondialisme est en action de manière quotidienne. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir le temps pour la division. Je ne veux pas être dans ce cadre-là et je pense que ce n'est pas nécessaire. Je vous aime profondément. Salam alaikum à mes frères et sœurs musulmans. Et paix et salutations à mes frères et sœurs chrétiens. Et salutations à mes frères qui soient Rastafari ou autres. Peu importe, ou même les athées. Merci. À plus tard. Au revoir.